Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, la culture a exalté l'amitié, la coopération célébrée. Les présidents Alassane Ouattara et João Lourenço ont réaffirmé leur engagement à renforcer les relations Côte d'Ivoire-Angola. Lors d'un dîner hier soir, le président angolais et son épouse ont été décorés dans l'ordre national. Une visite officielle qui a pris fin ce vendredi. Fin également de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. En 24 séances, les parlementaires ont adopté 17 lois, dont les textes relatifs au code de déontologie de la profession de sage-femme et maïeuticien, la protection de l'éléphant, la communication électronique. Le président de la Chambre basse s'est réjoui du travail réalisé ces 6 derniers mois. Bientôt 4 postes de police à la frontière ouest du pays. 2 milliards de francs CFA pour la construction. La première pierre qui marque le début des travaux posés à Douaba. C'est dans le département de Zouaounien. Ce dispositif sécuritaire permettra de contrôler les mouvements transfrontaliers dans cette partie du pays. Aux États-Unis, premier débat entre Biden et Trump. Au lendemain de l'émission, la presse américaine est unanime. Joe Biden a raté sa performance, mais pour beaucoup de démocrates, l'heure est à la panique. Certains proposent même un plan B. Le président de la République d'Angola et son épouse ont quitté Abidjan ce vendredi. João Lourenço était en visite officielle depuis mercredi. Il est retourné donc en Angola cet après-midi vers 17h, accompagné à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le vice-président de la République, Timoko Meliekone. Mais avant le départ pour l'Angola, le couple présidentiel ivoirien a offert un dîner en l'honneur du président angolais et son épouse. C'était hier à l'Hôtel d'Ivoire. João Lourenço a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national et la première dame angolaise, Ana Dias Lourenço, est commandeur de l'Ordre national. Alexis Ouedraogo. Du rythme, de la couleur pour célébrer l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et l'Angola. Jeudi soir, au Sofitel Hôtel d'Ivoire d'Abidjan, sur invitation du président Alassane Ouattara, les petits plats sont mis dans les grands pour honorer le président Lourenço. Vive l'Angola, vive la Côte d'Ivoire, vive l'amitié et la coopération ivoiro-angolaise. Merci, merci, madame, merci. Dans leur toast, les deux chefs d'État honorent la qualité de la coopération entre leurs deux pays. Ils ont surtout réaffirmé leur volonté commune de consolider ces liens au bénéfice des deux peuples. J'ai foi en un avenir radieux des relations entre la Côte d'Ivoire et l'Angola, qui sont deux pays importants du continent africain, puisque nous sommes, l'Angola et la Côte d'Ivoire, parmi les 10 premières puissances économiques du continent. Je vous réitère mon entière disponibilité, ainsi que celle de mon gouvernement, à œuvrer de concert avec vous et avec votre gouvernement à la consolidation des relations entre nos deux pays pour bien évidemment le bénéfice des Angolais et des Ivoiriens. L'occasion pour son homologue angolais de réitérer sa détermination à œuvrer au raffermissement de cette longue relation d'amitié. Excelência, Senhor Presidente Alassane Ouattara. Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, je voudrais, au nom de ma distinguée épouse, à mon nom propre, à la délégation qui m'accompagne, ainsi qu'à tout le peuple angolais, de remercier l'accueil chaleureux que votre Excellence nous a adressé depuis notre arrivée ici en terre ivoirienne. Cet toast sera pour le renforcement des relations de coopération et d'amitié entre la République d'Angola et la République de Côte d'Ivoire. Notons qu'au cours de ce dîner, le président angolais a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national de Côte d'Ivoire et son épouse à celle de commandeur de l'Ordre national.
Une visite qui se poursuit aujourd'hui. Il s'est tenu un forum économique. Les hommes d'affaires des deux pays ont jeté les bases d'une collaboration. Ils ont évoqué l'idée de la création d'éventuelles co-entreprises et développer ainsi les échanges commerciaux. Une rencontre tenue dans les locaux de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. C'était ce vendredi en présence du vice-président Timoko Mélié-Koné. Des détails avec Dangui Dangui. Estimée à environ 30 milliards de francs CFA en 2022, la valeur des échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et l'Angola est jugée encore marginale par les autorités des deux pays qui veulent faire mieux au moment où leurs économies respectives sont confrontées aux défis de la diversification et de la zone de libre-échange continentale ZLECAf. C'est dans cette dynamique que les hommes d'affaires ivoiriens et angolais se sont rencontrés et ont échangé dans le cadre d'un forum économique à l'initiative et dans les locaux de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI. Je suis particulièrement heureux de la participation à ce forum d'une forte délégation d'entreprises angolaises et je voudrais vous dire, chers confrères et certainement chers futurs partenaires d'affaires, que vous êtes les bienvenus en Côte d'Ivoire. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, qui fédère près de 80% du secteur privé moderne, se tient à vos côtés pour vous aider à développer des affaires en vue de créer en synergie avec les entreprises ivoiriennes un cadre de prospérité partagée. En offrant le cadre de ce forum économique, les autorités ivoiriennes et angolaises disent miser sur le dynamisme des opérateurs économiques de leurs deux pays pour transformer les potentialités que regorge leur pays en opportunités. Je voudrais saisir l'occasion de cette cérémonie pour inviter les secteurs privés ivoiriens et angolais à se mettre ensemble pour créer des entreprises communes, des joint ventures dans des secteurs prioritaires de nos deux pays qui seront demain des champions régionaux capables de conquérir des marchés au niveau continental et international. Je voudrais les inviter à être plus audacieux et plus offensifs pour tirer avantage des gisements d'opportunités offertes par nos deux pays. Le Forum économique Côte d'Ivoire-Angola a enregistré 3 signatures de conventions entre institutions ivoiriennes et angolaises et un panel de haut niveau. Entre autres enjeux, permettre aux hommes d'affaires des deux pays de mieux se connaître et jeter les bases d'éventuelles co-entreprises. Et justement, le secteur privé joue un rôle important dans le développement du pays, notamment dans le secteur agricole. Le président Joao Lourenço et son épouse se sont donc rendus à Sémois, en zone industrielle de Yopougon. L'usine est spécialisée, vous le savez, dans la production de tablettes de chocolat à partir du cacao. Un Made in Côte d'Ivoire qui a retenu l'attention du président angolais, accompagné par le Premier ministre ivoirien, Herman Guivet. Salve d'applaudissements pour le président de la République de l'Angola, son Excellence Joao Manuel Gonçalves Lourenço, qui visite en compagnie du chef du gouvernement, Robert Begré-Mondé, les installations du chocolatier Sémois implanté en zone industrielle de Yopougon. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjoumani, a rendu hommage à la bonne qualité de la coopération qui existe entre la Côte d'Ivoire et l'Angola. Il a présenté au couple présidentiel angolais les grandes ambitions portées par la Côte d'Ivoire en matière de transformation de cacao. Notre capacité de broyage est estimée à 972 000 tonnes, avec un taux de transformation effectif de 35%. Nous comptons cependant porter cette capacité de broyage à 1 116 000 tonnes. Et pour y parvenir, plusieurs usines sont en construction. Je reste convaincu que nos relations continueront de se renforcer dans les années à venir, notamment dans le domaine de l'agriculture. Excellence, votre présence dans cette usine de la société Sémois traduit votre détermination à construire un avenir meilleur pour votre peuple à travers la transformation locale des produits agricoles. Bâtie sur 10 hectares, l'usine Sémois emploie plus de 1000 salariés. Sa devise, faire de la terre du cacao une terre de chocolat. À travers un film institutionnel, le directeur général de l'entreprise a présenté au couple présidentiel angolais
et à sa suite, le programme Transparence Cacao. Une visite guidée de l'usine Semois en compagnie du Premier ministre Robert Begré-Mambé qui a permis au président angolais de s'imprégner des différentes étapes qui engagent la transformation du cacao en produit de consommation, du décortiquage à la torréfaction jusqu'au conditionnement du produit fini. Le président de la République d'Angola et son épouse ont pu apprécier les différents processus auxquels sont soumis les fèves de cacao. Moment fort apprécié par le couple présidentiel angolais. Au terme de cette visite, le président angolais, João Manuel Lourenço, a marqué son passage à l'usine à travers quelques mots gravés dans le livre d'or de l'entreprise. Il dit toute sa satisfaction d'avoir visité l'usine Semois en compagnie du chef du gouvernement et de toute la délégation qui l'accompagne. Voilà pour cette visite officielle du président angolais en Côte d'Ivoire. Autre chose dans l'actualité ce soir, allons dans l'ouest du pays pour parler de sécurité aux frontières. Le dispositif de contrôle se renforce. Bientôt 4 postes de police seront ouverts dans le département de Zouaounien. La première pierre est posée à Douba. Une action concertée de l'Organisation internationale pour les migrants et le ministère de la Sécurité. Chris Diomandé, Jamak Djadji. Sécurité aux frontières s'organise dans le département de Zouaounien, dans le district autonome du Tonkui. La première pierre de la construction d'un poste de police frontière est posée à Douba, dernier village situé à Binouye, à la frontière du Libéria. Une initiative de l'Organisation internationale pour les migrations OIM en collaboration avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Ce dispositif vise à assurer un contrôle efficace des mouvements transfrontaliers en Côte d'Ivoire. Les nouveaux postes de police aux frontières dont la construction débute aujourd'hui joueront un rôle essentiel dans l'amélioration de la sécurité frontalière et la gestion des flux migratoires. Ils permettront un contrôle plus efficace des mouvements transfrontaliers, permettront aussi de réduire les activités illicites et renforceront la coopération entre les autorités ivoiriennes et leurs homologues des pays limitrophes. Financé par l'Italie, c'est un projet qui vient renforcer la bonne coopération entre les deux pays. Le projet que nous allons concrétiser aujourd'hui fournira une contribution importante en termes de renforcement des contrôles aux frontières et cela pourra constituer un modèle vertueux que nous pourrons étendre aussi à d'autres contextes géographiques. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagando Diomandé, rassure les partenaires de la contribution de l'État à sauver des vies et à trouver des solutions aux frontières. Il y a de cela un peu plus d'1 an, exactement le 22 mars 2023, nous nous sommes retrouvés à Abidjan pour poser les jalons de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Italie en matière de sécurité et de migration. Cette volonté partagée d'impulser une nouvelle dynamique à notre coopération bilatérale, nous l'avons matérialisée dans un accord de coopération entre nos deux départements ministériels, un accord de coopération gagnant-gagnant. Cet accord gagnant-gagnant est au bénéfice de nos braves populations, car il permettra de renforcer la sécurité des personnes et des biens, tout en luttant implacablement contre l'immigration irrégulière. La pose de la première pierre de Douba marque ainsi le début des travaux de la construction des autres postes de police frontières, notamment Beta et Pékan Barrage, respectivement à Daneni et Toulepleu, et enfin Doubasso à Tengrela, à la frontière du Mali. La construction de tous ces 4 postes de police frontières du pays aura une durée de 36 mois et dispose d'un budget de plus de 2 milliards de francs CFA. Ce qu'il faut également retenir ce soir, les populations s'informent plus via la télévision. D'ailleurs, la RTI est la chaîne la plus suivie. C'est ce qui ressort des sondages sur les habitudes d'information. L'autorité nationale de la presse a présenté les résultats de l'enquête. Cette étude montre aussi l'intérêt pour l'actualité dans les médias en Côte d'Ivoire. Serge Parcom, Didier Nguessan. La télévision est le premier média d'information des Ivoiriens. Elle est suivie respectivement par l'Internet, la presse digitale, la radio, le bouche à oreille et la presse écrite. RTI 1 est la chaîne de télévision la plus suivie avec 33,6% des parts d'audience. Ce sont là les principaux résultats du sondage sur les habitudes d'information des Ivoiriens
réalisé par un cabinet pour le compte de l'Autorité nationale de la presse, ANP. Nous avons constaté au niveau de l'ANP qu'il y avait toujours ce marasme au niveau de la presse, que la presse allait mal, se vendait mal. Et nous nous sommes posé la question de savoir pourquoi nos compatriotes tournent le dos à la presse, comment ils s'informent de manière générale. Les enquêtes ont porté sur un échantillonnage de 1500 personnes âgées de 18 ans et plus, issues de toutes les couches sociales. C'est une enquête nationale, donc nous avons fait la sélection des grappes selon la méthode de la probabilité et proportionnelle à la taille, la méthode utilisée par le système des Nations Unies. La RTI 1 elle vient en tête en termes de téléspectateurs. Il se trouve que RTI 1 est l'organe le plus suivi en matière d'actualité au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc nous sommes tout à fait fiers et nous ne sommes pas du tout étonnés parce que nous restons convaincus que malgré l'ouverture de l'espace audiovisuel, eh bien, RTI 1 demeure la télévision appréciée par les Ivoiriens. Ces données sur les audiences sont des indicateurs importants pour la viabilité du secteur des médias, selon le ministre de la Communication. Nous adhérons totalement à ces résultats. Je ne peux que me réjouir et féliciter l'Autorité nationale de la presse qui contribue ainsi à la prise de décisions idoines pour l'assainissement et le rayonnement de notre secteur en renforçant sa contribution active au fragile processus démocratique de notre pays. La presse écrite reste le maillon faible des médias selon l'étude qui explique la mévente des journaux par une mauvaise distribution, Internet et les réseaux sociaux. Et l'actualité, c'est aussi la clôture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. En 24 séances, 17 projets de loi votés par les parlementaires. Le président de la Chambre basse du Parlement a fait le point des activités durant ces 6 derniers mois. Des présidents d'institutions, membres du gouvernement et le corps diplomatique ont pris part à la cérémonie dont voici l'essentiel avec Sidonie Davila. 6 mois de travail intense et de délibération constructive par les parlementaires durant cette première session de l'année 2024. Au total, 17 textes adoptés, dont 2 projets de ratification et 15 lois ordinaires. Au niveau judiciaire, nous avons adopté des réformes instituant de nouvelles dispositions dans les codes existants, notamment le code de procédure pénale où les mécanismes de lutte contre la grande criminalité sont renforcés par les mesures de saisie ainsi que des techniques d'enquête spéciale. Quant au code pénal, il a suscité certaines polémiques relativement à la modification de l'article 185 nouveau qui élargit la notion d'apologie du crime sans porter atteinte aux libertés fondamentales, notamment la liberté d'expression et les libertés individuelles si chères à nous tous. Ce code innove également par la dépénalisation de l'avortement en cas de viol et lorsque la vie de la mère est en danger d'une part, et la réforme du régime de la confiscation qui prévoit qu'en cas de condamnation pour une infraction, à l'exception des délits de presse, le juge prononce obligatoirement la confiscation des biens du condamné d'autre part. Selon le président de l'institution, Adama Bictogo, plusieurs tests adoptés ont suscité un réel engouement et ont un impact significatif sur la vie des populations. La session qui a débuté en janvier et s'est achevée en ce mois de juin a également été marquée par de nombreuses missions. En clôturant cette session, le président de l'Assemblée nationale appelle à une continuité dans l'effort collectif pour relever les défis à venir. 17 textes de loi donc adoptés au cours de la première session ordinaire. Les députés se sont mobilisés pour cette cérémonie qui referme ces mois de travaux parlementaires. Des réactions avec Moussa Konaté. Clôture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale pour l'année 2024. Les députés sont en vacances dès ce vendredi 28 juin, après 6 mois de travaux parlementaires. La Constitution prévoit que le Parlement se réunit de plein droit en session ordinaire. Cette session ordinaire ferme le dernier jour ouvrable du mois de juin. Donc aujourd'hui, nous sommes au dernier jour ouvrable du mois de juin. Tout le Parlement s'est réuni aujourd'hui pour la clôture de la première session. Nous avons abattu un travail colossal
Et d'abord, je voudrais féliciter l'exécutif de nous avoir envoyé de très bonnes lois que nous avons votées. Certainement, bon, il y a eu nos touches dans le sens de l'amélioration de ces lois, mais pour la Côte d'Ivoire, nous avons travaillé de façon ardue. 24 semaines de temps de travail pour 24 séances en commission et 6 séances plénières. Ce sont plusieurs projets de loi étudiés, des textes en vue d'impacter positivement le quotidien des populations. Et parmi ces lois, il faut noter une loi quand même qui impacte nos communautés. En l'occurrence, le code des infirmiers et le code des sages-femmes maïticiens. Aujourd'hui, nous sommes nombreux qui nous plaignons du comportement de nos infirmiers, de nos sages-femmes, de nos hôpitaux. Et je pense que ce n'est pas à ignorer. Mais ce code-là va encadrer désormais le comportement, le service, le rendu de ce que nos infirmiers, sages-femmes font dans nos hôpitaux. C'est important de canaliser les actions de nos agents de santé et il était important vraiment de les accompagner. Nous tenons vraiment à saluer l'unanimité qu'il y a eu autour de ce projet de loi et tous les groupes parlementaires ont adopté et c'était important parce que la vie n'a pas de prix. Vous savez que sur la réforme du code pénal, il fallait véritablement agir pour éviter qu'il y ait des actes à gauche, à droite pour incriminer les uns et les autres. Ce n'est pas une manière de dire que nous allons aller contre la liberté d'expression dans notre pays. Donc véritablement, nous avons bien adopté ce texte de loi. Des textes qui essayent de stabiliser les documents au niveau des attributions, des lotissements et autres. Il y a ces textes-là, il y a des textes qui luttent contre le blanchiment et contre le terrorisme qui ont été adoptés aussi. Sur tous ces textes, nous sommes allés dans le sens de la majorité. Après donc ces moments d'intense activité parlementaire, il est donc temps de marquer une pause. Le temps sera également mis à profit par ces élus de la nation pour aller au contact des populations. Dès le mois de juillet, M. Alpha Koubli pour rendre compte au président Alpha Koubli les 17 lois qu'on a votées ici à l'Assemblée. Je leur dirai ce que nous avons voté, les raisons pour lesquelles on n'a pas voté, pourquoi on a voté et pourquoi c'est bon pour la Côte d'Ivoire de voter ces lois. Je pense que c'est une bonne période en ce moment-là de combiner les populations pour recueillir leurs aspirations pour les faire remonter à l'exécutif. Fini donc la première session ordinaire de l'Assemblée nationale pour l'année 2024. Le retour des vacances est prévu le 1er octobre, date de l'ouverture de la deuxième session ordinaire. Autre clôture, la journée de la fonction publique a refermé ses portes. C'est une approche plus dynamique pour un service public proche des usagers. C'est aussi une occasion de récompenser des agents et fonctionnaires pour leur mérite. La reconnaissance de leurs efforts est matérialisée par une décoration. Plus de 900 ont reçu des médailles, preuve faite de leur engagement au travail. Grâce Kando. 918 fonctionnaires et agents de l'État ont vu leur mérite reconnu par le gouvernement. Ils ont été honorés pour leur abnégation au travail. Parmi eux, 173 commandeurs, 261 officiers et 484 chevaliers. Tous ont été décorés dans l'ordre du mérite de la fonction publique. Ça fait tellement plaisir que Monsieur le ministre soit satisfait de ce qu'on fait au point de nous proposer à la distinction du mérite de la fonction publique. Vraiment, c'est un honneur. On doit aller jusqu'au bout, on doit être commandeur. Ça fait 36 ans que je travaille et c'est la première reconnaissance que je reçois de l'État. Et ça, vraiment, c'est une grande joie pour moi. Je vais me mettre encore à la tâche et j'essaierai de donner l'exemple aux jeunes générations. C'est l'occasion pour nous de lancer un appel à tous les collaborateurs de se donner au mieux parce qu'à la fin, si vous remplissez les conditions, vous pouvez être décoré. Ce sont des émotions de joie, de fierté, tout en sachant que la gloire revient à Dieu. Après 40 ans d'administration, l'administration reconnaît votre mérite. Je vous avoue que c'est de la joie qui vous traverse de la tête aux pieds. Ça nous met en confiance, ça montre bien que le savoir-faire est tôt ou tard récompensé. Le guichet unique automobile joue un rôle prépondérant dans la saine émulation de l'économie ivoirienne, puisque nous faisons le processus d'immatriculation des véhicules. Et le premier responsable du guichet fait officier de l'ordre du mérite. C'est vraiment un grand honneur pour moi, mais aussi pour la centaine d'employés du guichet unique que j'ai l'honneur de diriger. En tout cas, je rends hommage au président de la République. Pour les récipiendaires,
Cette distinction est aussi une invite à redoubler d'ardeur dans le travail. Ça m'amène à redoubler d'efforts parce qu'il faut dire que moi-même, j'ai toujours aimé le travail bien fait. Donc si aujourd'hui j'en suis là, c'est par mon ardeur au travail. Nous avons commencé dans la catégorie B. Aujourd'hui, je suis en A5. Je pense que c'est un parcours. Après 32 ans de service, aucune demande d'explication, un travail bien fait. Je pense que les plus jeunes qui viennent d'entrer à la fonction publique doivent quand même regarder des modèles. Ça nous encourage à continuer dans cette mouvance-là et puis prouver aussi encore à nos collaborateurs que vraiment le travail paye, qu'on continue dans le même sens que nous avons eu à faire pour être là aujourd'hui. Cette cérémonie d'excellence s'inscrit dans le cadre de la 4e édition des Journées de la fonction publique. En procédant aux différentes décorations, la fonction publique exprime sa fierté et sa gratitude pour les nombreux sacrifices consentis et les efforts fournis par chacune et par chacun à son poste de travail. Vous démontrez ainsi aux générations futures le chemin de l'excellence et la manière vertueuse d'assurer notre mission de gardien du service public. Les récipiendaires se sont proposés eux-mêmes à travers leur espace fonctionnaire et validés par leurs supérieurs hiérarchiques. Dans l'actualité ce soir, vous le savez, ces fortes pluies font des dégâts, des morts et des blessés enregistrés. La ministre de la Solidarité a exprimé la compassion du gouvernement aux victimes. Elles ont reçu un soutien financier lors d'une cérémonie qui s'est déroulée à la mairie de Yopougon. Michel Mambo. Une cérémonie sobre, empreinte d'émotion. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le district d'Abidjan du 13 au 16 juin dernier ont endeuillé ces familles à Yopougon. Ce mercredi 26 juin, accompagné du maire de la commune, Adama Bictogo, la ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté est à leur côté. Miss Belmondo Dogo leur apporte le soutien du gouvernement. Au nom des parents des victimes, je tiens à remercier particulièrement le chef d'État, son Excellence, M. Alassane Ouattara, ainsi que le vice-président et le Premier ministre, chef du gouvernement. Je remercie également Madame la ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté pour sa présence réconfortante et son soutien indéfectible à nos côtés. Des mots de réconfort, mais également un soutien financier pour permettre aux familles éplorées de faire face aux frais funéraires et aux blessés de bénéficier de soins. Nous sommes ce jour à vos côtés pour vous présenter les condoléances du chef de l'État. Nous subissons le changement climatique. Nous savons que le mois de juin-juillet, c'est la période des pluies, mais la pluie peut continuer jusqu'à fin décembre. La preuve, depuis 3 mois, l'intérieur du pays est ravagé par des vents. Les régions du Tompi, du Guemon, du Cavali, de l'Ifou sont traversées par des vents violents. Le Poro, le Tchologo, nous devons être prudents. Prudents pour nous-mêmes, prudents pour nos enfants. Et le maire de la commune de Yopougon, Adama Bictogo, de réitérer le soutien de la municipalité en cette période difficile. La mairie ne restera pas loin de vous. Le gouvernement vient de faire sa part. La mairie va faire sa part pour que ceux qui nous ont quittés brutalement puissent être accompagnés à leur dernière demeure. Les récentes pluies diluviennes ont occasionné une vingtaine de morts, plusieurs blessés et de nombreux dégâts matériels, notamment dans les communes de Yopougon, Abobo, Atekoubé, Bégerville. Le 21 juin dernier, la ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, était dans la commune de Bégerville pour porter assistance aux sinistrés.
Attention donc, vigilance, il faut aussi se protéger contre le paludisme. Une campagne de vaccination démarre le 15 juillet. Le ministre de la Santé, Pierre Demba, a réceptionné 131 000 doses de vaccins. Ces vaccins seront administrés aux enfants de 0 à 23 mois. 14 districts sanitaires sont concernés dans un premier temps. C'est ce que nous dit Didier Nguessan. Aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Cet avion cargo vient de décharger une cargaison sur le tarmac. Il s'agit des vaccins contre le paludisme estimés à 131 100 doses. La marchandise est réceptionnée par la chef de bureau OMS Côte d'Ivoire et le représentant de l'Alliance vaccinale Gavi et ensuite remise au ministre de la Santé, Pierre Demba. Le vaccin que nous venons de recevoir, son objectif n'est pas de remplacer les stratégies actuelles, mais plutôt de compléter l'arsenal de ces interventions qui existent déjà. Il faut qu'on puisse continuer à renforcer les stratégies en cours, donc à savoir la lutte antilarvaire, la chimioprophylaxie ciblée, les moustiquaires imprégnés. Il s'agit de couvrir l'ensemble des pays où le besoin est, c'est-à-dire les pays à forte endémicité de paludisme. La Côte d'Ivoire fait partie de ces pays-là. Et la Côte d'Ivoire a les moyens, a les capacités, mais surtout a un programme de vaccination qui marche. On parle de 70% d'efficacité. Première cause de consultation hospitalière avec 30%, le paludisme est en régression en Côte d'Ivoire avec une prévalence parasitaire qui est passée de 37 à 26% chez les enfants de moins de 5 ans. Ceux âgés de 23 mois ou plus sont la cible de la prochaine campagne de vaccination antipaludique à partir du 1er juillet. Le gouvernement donc paye avec ses partenaires tous les tests rapides pour que dès que vous arrivez à l'hôpital, on puisse identifier si vous avez le paludisme. Et quand c'est le paludisme, vous êtes pris en charge gratuitement. Mais aujourd'hui, on assiste aussi à des formes de paludisme plus graves. Et notre objectif, c'est vraiment de renforcer notre plan de lutte contre la mortalité, surtout au niveau des enfants. Donc avec ces vaccins, nous allons renforcer notre arsenal de lutte pour l'élimination du paludisme dans notre pays. Ce lot de vaccins complète l'ensemble des livraisons à 656 600 doses pour un financement de 3 500 millions de francs CFA, dont 1 600 millions de francs débloqués par le gouvernement. Ces dernières années, le nombre de décès liés au paludisme a chuté de plus de 50% avec 1315 décès. En restant en santé, allons dans la capitale politique. La Société ivoirienne de chirurgie orthopédique et traumatologique vient de tenir son 9e congrès. Ces acteurs ont partagé les bonnes pratiques. Ils veulent surtout réussir la prise en charge des patients. Ils ont aussi fait le point des avancées et technologies nouvelles dans ce domaine. Kader Sogodogo. La Société ivoirienne de chirurgie orthopédique et traumatologique, qui regroupe en son sein les médecins en charge de la réparation des os, des muscles et des articulations en congrès. Ces spécialistes ont choisi Yamoussoukro pour échanger sur leur profession, surtout les avancées dans le domaine. Ce sont des complications heureusement peu fréquentes, mais qui restent néanmoins graves. Et nous voulons, à travers les échanges que nous allons avoir, la possibilité de réduire le nombre de complications par la prévention, mais lorsque les complications surviennent, avoir les outils pour pouvoir faire en sorte qu'elles ne laissent pas de séquelles. Des spécialistes venus des 4 coins du globe pour être au parfum de bonnes pratiques. Ici aussi, le partage de connaissances est prescrit. Il s'agit ici, n'est-ce pas, de revoir ces complications qui peuvent arriver après une intervention chirurgicale. C'est également des complications qui arrivent en absence de prise en charge chirurgicale ou alors après une prise en charge traditionnelle. Et donc, ce congrès permet de revisiter en quelque sorte toutes ces complications. Les complications en orthopédie, traumatologie, les innovations dans la prise en charge des plaies et cicatrisation, les complications des mets traumatiques et infectieuses, la chirurgie du sujet âgé, entretien et maintenance des instruments en orthopédie traumatologie sont les thèmes qui vont guider les travaux qui ont pour cadre la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix.
Et dans l'actualité politique, le RHDP en ordre de bataille dans la région de Gbokle. Une réunion d'information et de mobilisation s'est tenue au foyer polyvalent de Sassandra. Les responsables locaux du parti sont invités à investir le terrain. Sam Konan. La salle du foyer polyvalent de Sassandra s'est avérée exiguë pour la réunion de la coordination régionale RHDP du Gbokle. Une rencontre qui a permis de présenter le bureau de la coordination et les différentes commissions de travail. Occasion surtout pour démontrer le soutien apporté au président de la République Alassane Ouattara pour ses actions de développement dans la région du Gbokle. Après le Fabouani, il y a eu beaucoup de présidents. Mais ils étaient là lorsqu'on ne pouvait pas venir à Sassandra. Ils étaient là lorsqu'il n'y avait pas de lumière dans le village. Ils étaient là lorsqu'il n'y avait pas l'eau dans le village. Ici, là, c'est Alassane Ouattara. Je suis ici pour vous réaffirmer la candidature d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara est candidat. Il y a des gens qui attendaient le 18 juin pour que Alassane dise je suis candidat. Quoi? Il est candidat? Est-ce qu'il a besoin de dire? Galvaniser les responsables locaux du Rassemblement des Oufouettis pour la démocratie et la paix entendent travailler sur le terrain pour la victoire du parti en 2025. Et dans le reste de l'actualité aux États-Unis, premier débat entre Biden et Trump. Au lendemain de l'émission, la presse américaine est unanime. Joe Biden a raté sa performance. C'était un début laborieux, mais il a terminé en force, a concédé la vice-présidente Kamala Harris. Mais pour beaucoup de démocrates, l'heure est à la panique. Les esprits s'agitent pour imaginer un autre candidat à sa place en novembre. Pour la première fois, des membres du parti présidentiel évoquent publiquement un plan B. Joe Biden, lui, poursuit sa campagne en Caroline du Nord ce vendredi. Et puis à ne pas oublier ce samedi 29 juin 2024 à partir de 19h15, suivez en direct sur RTI 2 et nos plateformes digitales, le Yellow Carpet, la grande émission People avant la grande finale Miss Côte d'Ivoire en 2024. Stars, Strass et paillettes seront au rendez-vous pour célébrer la beauté ivoirienne. Yellow Carpet, le mouvement People incontournable de Miss Côte d'Ivoire 2024 à suivre donc demain à partir de 19h15 en direct sur RTI 2. Et voilà qui termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Afficiata Karaboko Dosso. Ce soir, le sage nous apprend que quand la poule décide de quitter le village, elle s'effraie elle-même. Dieu le voulant, on se retrouve demain.